du webinaire. Donc, nous allons voir dans un premier temps. Alors, j'attends toujours le go. Je pense que c'est bon. Oui, Voilà, je peux y aller. normalement, c'est bon. C'est parti. Donc, le champ du reporting. Donc, dans un premier temps, je vais vous définir le champ du reporting EPM. Hein, c'est important de recontextualiser. Qu'est-ce qu'on veut dire par EPM? C'est un acronyme qu'on entend régulièrement aujourd'hui, mais bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? On verra ça ensemble. Ensuite, je vous parlerai des exigences et des incontournables d'un reporting EPM. C'est vrai que nous avons dans ce type d'exercice un certain nombre de contraintes à respecter et donc on les verra ensemble. Ensuite, je verrai avec vous les évolutions de ce type d'outils, voilà, liés aux événements de ces dernières années. Hein. Ça a fait évoluer de façon importante des outils comme Amelkis. Donc on verra ça ensemble. Et puis, on fera une passe aussi sur les grands principes du processus de reporting, EPM. Voilà. Alors, on n'est pas sur une consolidation statutaire, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses à préciser. Et donc, c'est intéressant de le voir. Je vous parlerai aussi des nouvelles tendances, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que les utilisateurs, les groupes nous demandent. C'est assez intéressant. Et donc, je pense que ça pourra vous aider dans votre réflexion sur un reporting consolidé. Et puis, on terminera par quelques préconisations, puisqu'effectivement, il est utile effectivement de se faire conseiller. Hein. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et donc, déjà aussi pour alimenter votre réflexion, je vous donnerai quelques préconisations. On commence dès maintenant, puisqu'on a pris un petit peu de retard, par le champ du reporting EPM. Alors, en fait, un reporting EPM, qu'est-ce que c'est déjà cette notion d'EPM? En fait, c'est tous les processus qui sont conçus pour collecter, consolider et restituer les résultats financiers d'un groupe. Mais c'est aussi, et j'allais dire surtout, c'est surtout pour aider les entreprises à planifier, budgéter, prévoir et créer des rapports sur leur performance. Donc, en fait, le reporting EPM n'est que la première pierre indispensable euh, d'une palette d'outils, hein, qui regroupe donc un module reporting, un module budget, un module forecast et quelquefois, pour certains groupes qui en ont besoin, un module plan ou business plan, hein, qui va faire aussi des prévisions sur la partie bilancielle. Donc vous voyez, on est vraiment avec ce module reporting EPM sur la première pierre d'un dispositif qui peut être beaucoup plus large et aussi, on peut aller jusqu'au reporting unifié qui va intégrer d'autres éléments, notamment des éléments extra-financiers. Hein, je pense que tout le monde a entendu parler de la CSRD. Eh bien voilà, là on est effectivement avec l'outil Amelkis, on est sur tous ces besoins. Voilà, Amelkis EPM répond vraiment à tous ces besoins. Alors, donc nous, ce matin, on va parler que du reporting. Hein. Donc, vous voyez, il y a d'autres éléments qui sont évoqués dans d'autres webinaires. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez avoir des informations sur la partie planning ou sur la partie CSRD. Vous avez effectivement, bien entendu, d'autres webinaires qui répondront à vos questions. Alors, revenons donc sur ces objectifs, les objectifs principaux d'un reporting centralisé et consolidé. Donc on l'a dit, donc le reporting EPM doit permettre de diffuser le réalisé, hein, les données financières réalisées sur le terrain, mais il doit aussi permettre d'anticiper les évolutions pour vous permettre à la direction d'optimiser l'activité et gérer ses risques. Donc, ce module reporting, comme je viens de le dire, il est souvent accompagné de modules prévisionnels. Et dans ces cas-là, on parle de Financial Planning and Analysis, FP&A. Et donc cela, ça désigne l'ensemble des processus qui vont aider l'entreprise à prévoir, à planifier, à budgéter. Voilà. Donc le reporting est vraiment la pierre angulaire, hein, la première pierre qui va permettre de mettre en place tout un processus de FP&A. Voilà un petit peu pour le contexte et je pense que c'était important de le rappeler. Hein. Et maintenant, on va pouvoir avancer, je dirais, sur les exigences et les incontournables d'un reporting consolidé. Alors, donc, la première exigence que l'on a lorsqu'on
fait un reporting, c'est la rapidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le reporting a d'autant plus d'utilité que les données sont fraîches. Alors, ça veut dire quoi? Bah, ça dépend des contextes, hein, mais généralement, les groupes essayent de sortir leur reporting à moins de 15 jours. Voilà, c'est souvent ce qu'on rencontre. Voilà, donc ça nécessite pour obtenir cette rapidité d'aller sur des traitements allégés. Il ne s'agit pas de faire une consolidation statutaire lorsqu'on fait un reporting, puisqu'en fait, c'est beaucoup trop lourd et pas forcément utile pour mesurer les performances. Donc, il va falloir trouver à alléger le processus d'une manière ou d'une autre. On reviendra sur ce qu'on peut faire pour alléger, mais c'est très important hein, pour atteindre cette rapidité. Et on va aller aussi sur des processus homogènes. Pourquoi? Parce que l'homogénéité va nous aider aussi à être rapide. Si vous traitez chaque entité du groupe de manière différente en collecte, bien entendu, ça va vous prendre un temps fou. Si vous arrivez à homogénéiser en faisant 2, 3 grandes familles maximum avec des processus un petit peu différents, là, vous allez obtenir une bonne rapidité de collecte et de traitement de l'information. Donc voilà, donc il faut arriver à homogénéiser ces traitements, ces processus de collecte. Voilà pour la rapidité. Ensuite, on a la fiabilité. C'est une autre exigence forte d'un reporting. Avec un Melkis EPM, on est vraiment sur des processus très structurés. On se met sur des rails et on avance, on est cadré à gauche et à droite et on avance avec toute une batterie de contrôle en collecte qui nous permet de vraiment de fiabiliser l'information, hein. Et bien entendu, les traitements derrière qui sont automatisés sont aussi fiabilisés. Voilà. Donc tout ça pour arriver à avoir une matière première pour l'analyse des données qui soit tout simplement contrôlée et donc fiable. Voilà. Voilà pour la fiabilité. Et la comparabilité est aussi très importante dans ce type d'exercice. Il s'agit de pouvoir comparer notre réalisé avec le budget, avec l'atterrissage, avec d'autres données et surtout comparer les entités entre elles, donc avec peut-être le réalisé N-1. Enfin voilà, donc on a vraiment ce besoin de comparabilité et donc il faut qu'on soit aussi sur des formats homogènes. On a parlé de processus de collecte homogène. Là, on est sur les états de restitution et d'analyse qui doivent être homogènes aussi pour permettre cette comparabilité. Voilà. Et puis aussi, la mise à jour se fera beaucoup plus facilement si on a des états, les mêmes états pour tous les modules hein, et pour toutes les entités, parce qu'effectivement, on va pouvoir faire ces évolutions en global et ça va impacter de façon automatique, je dirais, toutes les entités du groupe. Donc voilà pour ces 3 exigences fortes, ces incontournables, rapidité, fiabilité, comparabilité. Voilà, c'est très important. Alors ensuite, lorsqu'on parle de reporting, bien entendu, on va sortir de l'environnement statutaire qu'on connaît pour une consolidation statutaire. On va aller vers des formats qui sont plus parlants pour les contrôleurs, qui leur permettent de faire des analyses. Donc on va aller sur des formats de gestion, hein, avec des PNL analytiques. On reviendra là-dessus, mais voilà, grosso modo, on va pouvoir embarquer de l'analytique si on en a besoin. On va aller aussi sur des TFT, tableaux de flux de trésorerie, peut-être différentes de ce qu'on connaît en statutaire, en partant plutôt de l'EBITDA que du résultat net, des choses comme ça. On va aussi suivre des éléments bilanciels qui sont importants pour le groupe, notamment le besoin en fonds de roulement ou l'endettement net, voilà. Et puis peut-être calculer aussi quelques ratios et indicateurs qui sont importants. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des covenants avec son pool bancaire, on peut avoir besoin de faire du credit management donc et de suivre ses DSO. Pour maîtriser aussi son BFR, on va peut-être suivre le délai de décaissement des fournisseurs. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être calculées en automatique dans l'outil. Donc voilà, on est vraiment sur de la gestion là. On sort du statutaire. Par contre, vous allez pouvoir capitaliser sur toute la bibliothèque d'état que vous avez en statutaire, parce qu'il y a des choses qui peuvent être utilisées en gestion, notamment sur la partie bilancielle.
Et puis on va partir en fait de cette bibliothèque d'état statutaire pour construire des états de gestion. Voilà. Donc ça c'est important aussi de le préciser. Hein. On a un format propre qui va donc être différent selon les groupes, puisque les groupes bien entendu ont des besoins d'analyse différents et de pilotage différents. Donc on va vraiment s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Voilà pour la partie donc des exigences et des incontournables. Et maintenant, on va passer au grand principe du processus de reporting consolidé. Donc là, on retrouve, je dirais, le processus que l'on a en consolidation statutaire. Vous avez trois grandes phases finalement, hein, avec la phase de collecte des données, la phase de traitement, hein, qui est en fait une phase automatique, et puis après la phase d'analyse et de restitution des données, avec un certain nombre d'outils qui sont mis à votre disposition. Donc reprenons pour la phase de collecte. Bon, on va avoir effectivement tout ce que vous connaissez déjà en conso statutaire, avec les moteurs d'import, hein, qui vont être plus perfectionnés qu'en conso statutaire. Pourquoi? Parce que généralement, on a des balances analytiques où on a un import simultané en statutaire et en reporting. Je reviendrai sur cette notion d'import simultané. On va donc avoir des connecteurs aussi peut-être complémentaires pour faciliter l'alimentation. On peut importer par exemple ces dotations amortissement ou ces plans de remboursement de dette. Enfin, je rentre pas dans le détail, mais on peut faire beaucoup de choses en moteur d'import, en connecteur. Donc, plus on automatise la collecte avec ces moteurs d'import, mieux c'est. Et après, on va avoir bien entendu de la saisie, comme vous en avez en consolidation statutaire pour vos flux de variation. C'est important, effectivement, de préciser qu'on va continuer à saisir un certain nombre d'informations, tous ces flux de variation pour les immobilisations et pour construire ces tableaux de flux de trésorerie, ben voilà, il faut saisir les flux. On peut calculer un certain nombre de choses, hein, on peut tout à fait envisager comme on fait en bas de bilan, on calcule un flux de variation en flux 55, pour ceux qui connaissent. On pourrait imaginer faire des calculs automatiques par défaut en flux 20 ou en flux 30 pour certains postes de haut de bilan. Mais voilà, c'est des choses qui se discutent avec les utilisateurs en fonction de leur spécificité. Et après, on va avoir des ajustements manuels, hein, des écritures manuelles comme on en a en conso statutaire. Si vous voulez faire un certain nombre de retraitements, il y a des utilisateurs qui ont besoin de sortir une version pro forma pour faire pour ajuster, je dirais, les réaliser pour des besoins d'évaluation, par exemple. On peut imaginer plein de choses. Et donc, on va enrichir l'information collectée, le social, hein, avec un certain nombre d'ajustements manuels en écriture, par exemple. Il y a aussi le processus d'export et d'import de formulaires, c'est-à-dire qu'on exporte les formulaires de collecte sur Excel pour permettre aux utilisateurs de renseigner leurs données, puis on réimporte ces formulaires dans MLKeys, ça marche très bien. Hein, donc c'est aussi une bonne manière de collecter de la donnée. Voilà pour la phase de collecte. Après, vous avez la phase de traitement de la donnée. Donc cette phase de traitement, bon, bah, elle est, je dirais, assez classique, sauf que on peut avoir des calculs spécifiques. Et on a souvent des calculs spécifiques en reporting. Pourquoi? Parce on va calculer des agrégats particuliers. On va aussi automatiser un certain nombre de choses. Je pense aux intragroupes. On peut tout à fait imaginer que la déclaration des vendeuses soit automatiquement transférée vers les acheteuses. Comme ça évite d'avoir à déclarer les opérations intragroupes sur les acheteuses. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire très facilement. Donc on va enrichir, je dirais, la batterie de règles en conso statutaire avec un certain nombre de règles pour le reporting. Voilà pour la partie calcul spécifique. On peut aussi calculer des ratios, hein, directement en règle pour pouvoir les sortir en retrieve, parce qu'ils seront stockés, les résultats et les ratios sont stockés dans la base de données, ça permettra de les sortir automatiquement. Donc c'est des choses qui se font aussi fréquemment. Et puis en restitution, bah là, vous allez bénéficier déjà de toute la palette que vous utilisez en conso statutaire, c'est-à-dire la bibliothèque d'état.
Alors, d'états standards conso statutaires, mais aussi des états qu'on aura créés spécifiquement pour le reporting avec votre format de PNL, de gestion, celui que vous utilisez par exemple aujourd'hui sur Excel. On pourra tout à fait l'ingérer dans l'outil, hein, et donc il sera dans la bibliothèque d'état de restitution que vous pourrez utiliser. Hein. Il y a aussi la Retrieve Excel qui existe. Hein, pour ceux qui l'utilisent déjà, vous connaissez toute la puissance de cet outil qui vous permet en fait d'être complètement autonome dans votre institution. Hein. Le langage est très simple et une fois qu'on a compris le principe, la formation c'est 2-3 heures, hein, pas plus, et vous allez voir après, ça vous donne une grande autonomie pour construire tous les tableaux dont vous avez besoin, être très agile par rapport aux besoins de la direction. Donc la Retrieve Excel est très utilisée par les contrôleurs. Vous avez aussi maintenant la possibilité d'utiliser Power BI dans l'outil. Donc là, ça vous permet de monter une marche supplémentaire en restitution en allant vers la diffusion d'états et de dashboards dynamiques. Hein. Donc l'utilisateur va pouvoir filtrer ses zones, ses business units, ses activités et voir et donc les graphes vont vont se mettre à jour en live et donc c'est quand même très très puissant et très performant. Donc voilà, donc le Power BI aujourd'hui, vous pouvez l'avoir déjà sur des états standards. Hein, vous avez déjà un starter kit qui vous permet déjà de faire des choses immédiatement avec l'outil. Et puis, vous, bien entendu, vous pouvez aller plus loin avec Power BI, puisque le paramétrage, beaucoup de groupes aujourd'hui ont en interne la compétence pour paramétrer du Power BI. Et si c'est pas le cas, vous avez effectivement des consultants externes qui le font très bien. Voilà pour Power BI. Et puis, vous avez aussi maintenant le TCD, hein, tableau croisé dynamique que vous connaissez sur Excel, bah, vous l'avez aussi sur Amelkis EPM. Donc là aussi, ça vous permet de faire vraiment des analyses pour les contrôleurs qui ont l'habitude d'utiliser ce type d'outil. Bah voilà, ça vous permet vraiment de rester dans un environnement que vous connaissez, avec des habitudes de travail que vous connaissez. Et donc, c'est très efficace. Voilà pour la partie analyse des données. Donc, vous avez bénéficié de toute la puissance d'Amelkis EPM. Quatrième partie de ce webinaire, c'est quelques nouveaux éléments qu'on souhaiterait vous partager, qui sont liés à des événements récents, notamment effectivement aux différents confinements qu'on a connus durant le Covid, ou je dirais cette forte volatilité aujourd'hui qu'on connaît dans nos activités. Il y a peu de secteurs qui sont à l'abri de cette volatilité. Donc il y a des nouveaux éléments à prendre en compte et qui aujourd'hui sont pris en compte et auxquels on répond en fait. Hein. Donc déjà, on a besoin d'une information financière fluide, centralisée et surtout accessible à distance, dans des espaces collaboratifs. Donc Amelkis EPM, qui est en full web, répond complètement à ce besoin. Hein. Donc avec aussi la possibilité aujourd'hui d'avoir vraiment un système de workflow, hein, pour valider les actions faites par les uns et par les autres, par tous les collaborateurs, hein, d'une même équipe. Donc on peut vraiment suivre, le coordinateur peut vraiment suivre les actions réalisées par les uns et par les autres. Donc on est vraiment sur un espace collaboratif, centralisé. Ensuite, Amelkis va vous permettre de relever les signaux faibles. On a besoin aujourd'hui pour anticiper. La planification passe par la collecte d'informations, d'indicateurs extra-financiers notamment. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des signaux faibles qu'il va falloir relever au sein des business units, au sein des entités, des filiales. Et donc Amelkis vous permet facilement, très facilement, d'intégrer ces indicateurs extra-financiers dans des feuilles de collecte, en plus des données financières. Hein. Et donc, ça vous permet comme ça de collecter facilement toutes les données, toutes les informations qui vont construire ces signaux faibles et vous permettre d'anticiper au mieux. Donc là, on a vraiment, je dirais, ce besoin de planification. Amelkis EPM répond à ce besoin de planification. Et ensuite, les projets de pilotage aujourd'hui sont nombreux puisqu'ils sont devenus prioritaires pour analyser la performance, pour pouvoir agir, aller vers ce qu'on appelle l'apprentissage stratégique. Et donc là, je viens de le dire, hein, tous les outils d'analyse que Amelkis met à votre disposition vous permet de faire ce travail de pilotage. Hein. Donc l'analyse est un point hyper important aujourd'hui dans ce type d'outil. Et enfin, je dirais que la résultante de tout ça, c'est que le DAF a changé de job.
Avant, c'était ce qu'on appelait un compliance officer, c'est-à-dire qu'il était surtout chargé de répondre à la réglementation. Hein, et ben maintenant, il est vraiment partenaire de la direction pour la prise de décision. Et donc, à travers toute cette analyse, cette planification, il va pouvoir vraiment se positionner comme business partner. Donc, on change vraiment de job à ce stade. Voilà. Donc, c'est des éléments clés, il me semble, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui lorsqu'on réfléchit sur son reporting EPM. Maintenant, quelques nouvelles tendances pour enrichir encore votre réflexion. Il y a deux, trois trucs à dire, je pense, importants, notamment que de plus en plus de groupes aujourd'hui intègrent un ou plusieurs axes analytiques dans leur reporting. Alors, il faut en avoir la possibilité, hein, puisqu'effectivement, on a parlé d'homogénéité tout à l'heure. C'est très important de se dire que si j'intègre un axe analytique, il faut il faut que toutes les entités du groupe répondent à cette exigence d'analytique, hein, parce que sinon, on ne sera pas homogène dans les états de restitution et dans la collecte et dans les états de restitution. Donc, il y a quand même un enjeu derrière, hein, si vous intégrez un ou plusieurs axes analytiques. Et puis aussi, la deuxième tendance forte, c'est d'aller vers l'utilisation d'un plan de compte de gestion. Pourquoi? Parce que en fait, le format de PNL utilisé va être quand même très différent du format statutaire, hein, qu'on retrouve dans la consolidation statutaire, et donc ça va nécessiter généralement d'aller vers un plan de compte de gestion qui va zoomer sur certains éléments du PNL. Hein, et donc voilà. Et donc ça, c'est très facile sur Amelkis EPM de travailler sur un double environnement, un environnement en fait statutaire et un environnement de gestion. Il faut savoir que voilà, c'est aujourd'hui beaucoup de groupes travaillent en simultané sur ces deux environnements. Je reviendrai sur ça juste après. On l'a dit, aujourd'hui la tendance aussi, c'est d'intégrer le module reporting dans un processus de planification plus large. Hein, j'ai parlé tout à l'heure d'FP&A, c'est la première pierre d'une palette d'outils. Hein. Donc on est vraiment aujourd'hui sur ce fameux processus de planification et d'unification, c'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui déconnecter complètement, c'est le quatrième point, déconnecter complètement le reporting de la consolidation statutaire. Donc je le disais il y a quelques secondes, de plus en plus de groupes vont travailler en fait sur la même phase, sur le même exercice, leur reporting et leur consolidation statutaire. Donc ce sont des feuillets différents et en fait les imports vont se faire en simultané. Hein, on ne va pas doublonner le travail, on ne va pas importer une première fois sur l'environnement de reporting et une deuxième fois sur l'environnement statutaire. Non, on a le même connecteur, les mêmes moteurs d'import qui alimentent les deux environnements. Et donc, ça va permettre de faire un pont et de contrôler le résultat du reporting par rapport au résultat du statutaire, pour s'assurer qu'on reste connecté à la réalité statutaire. C'est très important. Il faut pouvoir justifier du résultat du reporting et s'assurer qu'il est en connexion avec le résultat statutaire. Cinquième point qui est très important, qu'on retrouve dans ces nouvelles tendances, c'est la robotisation. Via un certain nombre d'API, hein, l'idée c'est que on automatise un certain nombre de tâches qui avant étaient manuelles, donc des tâches de collecte, des tâches de traitement, des tâches de contrôle, des tâches d'envoi de documents, hein, toutes ces tâches qui sont un petit peu répétitives, qui peuvent être automatisées pour que les contrôleurs aillent plus sur des tâches d'analyse de la donnée. Hein. Donc ça, c'est important de le noter. On attend aujourd'hui des contrôleurs qu'ils interprètent les chiffres, qu'ils puissent les faire parler. Et donc, si on peut les décharger de toutes ces tâches répétitives, et ben voilà, c'est parfait. Et donc, c'est ces robots qui permettent de le faire. Hein. Donc, Amelkis régulièrement intègre de nouveaux robots pour permettre donc aux utilisateurs de se libérer du temps. Voilà un petit peu sur ces tendances fortes que l'on retrouve aujourd'hui. Quelques points d'attention cependant par rapport à ces tendances. Lorsque vous intégrez de l'analytique, il faut avoir conscience que ça peut avoir un impact fort sur la collecte des informations et notamment sur la déclaration des opérations intragroupes. Parce que ça veut dire,
Alors, pas dans tous les cas, hein, parce que vous pouvez tout à fait envisager de ne pas éliminer les intragroupes sur vos axes analytiques, mais si vous voulez faire une élimination exhaustive, ça veut dire qu'il va falloir aussi collecter de l'information, des déclarations intragroupes sur vos axes analytiques, ce qui est quelquefois quasiment impossible, hein, parce qu'il faut avoir le RP, le système d'information qui permette de le faire, ou passer beaucoup de temps à le faire. Donc il faut avoir conscience que il y a des questions lorsqu'on intègre un ou plusieurs axes analytiques. Jusqu'où on va en termes d'élimination intragroupe? Est-ce qu'on s'en tient à une élimination, on va dire, sociale, ou est-ce qu'on va plus loin dans le processus d'élimination? C'est des vraies questions, hein. J'en ai un petit peu parlé aussi pour le point 2, là, la réconciliation. Il est utile de prévoir une réconciliation automatique entre la comptabilité statutaire et la comptabilité de gestion, hein. Simplement effectuer un contrôle pour s'assurer que lorsqu'on importe de la donnée, on se retrouve avec le même résultat. Alors, les charges et les produits vont être rangés complètement différemment, ok, mais en tout cas, on retrouve notre résultat. Et si on peut faire des réconciliations aussi au niveau de l'EBITDA ou du chiffre d'affaires, c'est bien aussi. Voilà. Donc on essaye de faire un certain nombre de contrôles complémentaires. Donc il faut envisager de faire cette réconciliation en automatique pour gagner du temps. Et puis dernier point, le point 3, c'est attention à la complexité de l'architecture analytique, qui peut rendre le processus de reporting difficile à appréhender, et notamment pour des nouveaux entrants. Hein, on sait qu'on a un certain nombre enfin, il y a un taux de rotation dans les équipes administratives et financières qui est ce qu'il est, hein. C'est souvent des changements réguliers, et donc il faut envisager je dirais, tout ce travail de formation qu'on va avoir à faire avec les nouveaux collaborateurs. Donc si ils arrivent sur un environnement très complexe, bah, ils vont avoir du mal à se former, ils vont mettre du temps à se former. Hein. Donc la simplicité est souvent un bel objectif qui rime avec efficacité. Hein. Donc il faut avoir ça en tête. Donc on a toujours tendance à vouloir découper l'information dans tous les sens, mais ça a des conséquences pratiques fortes. Donc aussi, je vous invite à réfléchir à cela pour la mise en place de votre reporting. C'est important. Voilà un petit peu sur les nouvelles tendances, ce qu'on pouvait dire. Et maintenant, on va finir par quelques préconisations. Donc là aussi, c'est pareil, c'est pour alimenter un petit peu votre réflexion. On a déjà évoqué un certain nombre de choses, donc c'est un peu des redites. Déjà, lorsque vous allez mettre en place votre outil de pilotage de la performance, euh, euh, questionnez bien la capacité de votre équipe, la capacité du groupe à intégrer, à faire ce projet. Hein. Donc, parce qu'il faut quelques journées, hein, il faut pouvoir avoir le temps de travailler sur ces tables de correspondance, de travailler sur ces formats de collecte, sur ces formats de restitution, etc., sur des problématiques de retraitement, etc. Donc voilà, il faut du temps. Donc la bande passante, est-ce que l'équipe l'a? C'est important de se poser la question. Donc il faut, je dirais aussi régler la complexité de son cahier des charges à la capacité de l'équipe à porter, à dégager du temps, hein, pour intégrer ce projet, sachant qu'un projet, un PNL reporting EPM sans axes analytiques, ça dure à peu près 2 mois de mise en place. Hein. Si vous intégrez un plan de compte de gestion, un ou plusieurs axes analytiques, là on va être plus sur 3-4 mois de mise en place avec le budget, hein, un budget forecast compris. Donc voilà, il faut voir, c'est un petit peu la durée de mise en place qu'il faut prévoir. Donc avec un rythme régulier de travail sur ce sujet, un ou deux ateliers par semaine, hein, pour avancer très régulièrement et donner du rythme au projet. Voilà un petit peu sur ce qu'on peut dire sur le projet en lui-même, la conduite du projet. Je l'ai dit, limiter le nombre d'axes analytiques. Je pense qu'au départ, il faut être raisonnable. Hein. Déjà, un axe analytique, c'est super, hein, parce qu'il faut que toutes les entités suivent. Ensuite, anticiper, si vous pouvez avoir un double plan de compte, le plan de compte de gestion et le plan de compte statutaire local, je dirais, dans le RP, ça c'est super parce que ça permet au contrôleur de descendre à l'écriture lorsqu'il il a des écarts dans son analyse en restitution. Il va pouvoir revenir dans le RP pour essayer de comprendre et faire peut-être des corrections. Donc un plan de compte groupe dans le RP, c'est toujours une bonne chose.
hein. Mais bon, on fait 100 aussi, hein, on peut très bien faire 100 dans Amelkis. On arrive déjà à faire un très bon boulot si vous n'avez pas de plan de compte groupe dans votre ERP. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure aussi, c'est bon d'alléger les travaux de collecte en reporting. Donc là, vous connaissez la loi de Pareto, hein, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que on va regarder quels sont les retraitements qui couvrent 80% des impacts sur la dette, sur les capitaux propres, etc. Hein, donc on est sur cette loi des 20-80. Quels sont les 20% de retraitements qui représentent 80% des impacts? Donc il faut travailler comme ça pour alléger au maximum et de gagner en rapidité, hein. C'est très important d'y réfléchir. Et puis aussi, on peut travailler aussi sur un périmètre plus restreint. Là aussi, loi de Pareto. Quelles sont les entités qui représentent 80% de la performance du groupe? Et on va peut-être se rendre compte que finalement, il y a 20 ou 30% des entités qu'il faut suivre très régulièrement, hein. Donc, bon, ça, bien entendu, ça dépend de chaque groupe, mais se poser la question de travailler sur un périmètre plus restreint est une bonne chose. Voilà un petit peu sur les quelques préconisations que je peux vous donner dès maintenant, hein, pour alimenter votre réflexion. Et puis on va finir par 2 slides rapides pour vous rappeler qu'on est vraiment dans un processus d'unification des données, hein, avec des indicateurs financiers, hein, mais aussi des indicateurs extra-financiers. Je ne vous ai pas parlé du module CSRD, mais voilà, vous savez qu'il existe. Donc ça peut vraiment vous permettre d'embarquer toute une démarche extra-financière dans l'outil. Vous pouvez vraiment mettre en place un processus d'apprentissage stratégique. En fait, c'est le must, c'est le top, hein, si vous arrivez à faire ça avec tout un espace de planification, hein. Donc c'est très important. Là, vous avez tout en fait avec Amekis EPM, vous avez vraiment tout pour faire ce travail d'unification des données. Donc vous avez, je dirais, l'opportunité avec ce type d'outil d'aller au bout de ce que vous voulez faire en termes de pilotage de la performance. Et puis, on termine par une slide qui résume les grandes fonctionnalités et la vision, je dirais, de l'outil, avec du full web, hein, qui permet vraiment une facilité de déploiement, hein, de connectivité. Ça, c'est très important. On a parlé de centralisation de la donnée, hein, de fluidité de la donnée. Ben voilà, c'est le full web qui nous permet d'atteindre cet objectif. On a des starter kits qui nous permettent des démarrages rapides, des projets courts, hein, et réduits en coûts aussi. Donc ça, c'est important. La sécurité est vraiment très importante aujourd'hui dans ce type d'outils. Donc c'est un volet important pour vous si vous avez des exigences de sécurité. Il y a toutes les certifications aujourd'hui qui sont offertes dans l'outil. On a parlé de la vision EPM, hein, avec cette centralisation, avec ces autres processus budget, forecast, plan, CSRD. Voilà, vous avez vraiment une vision centralisée. L'utilisation simple de l'outil, hein, qui est facile à prendre en main, ça, tous les utilisateurs nous le disent. Donc là-dessus, c'est aussi très important pour nous, hein. On a parlé de transmission, de formation des équipes. Ben voilà, avec ce type d'outil, ces choses, c'est vraiment possible. Euh, Cet outil est connecté avec d'autres outils, donc et ça ne fait que croître, hein. Les connecteurs, les API sont nombreux aujourd'hui. Nos codes, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, pour mettre en place des formats spécifiques, des traitements spécifiques, il n'y a pas de code, hein. Donc ça veut dire qu'on très facilement, on peut faire évoluer son outil, hein. Et c'est pour ça que les coûts de paramétrage sont faibles, hein. Et puis automatisables avec, effectivement, je l'ai dit, la possibilité de robotiser un certain nombre de tâches et d'automatiser des rapports. Donc ça, c'est très important aussi, hein, dégager du temps, hein, pour que vos collaborateurs puissent vraiment s'attacher à faire de l'analyse de la performance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour terminer, pour synthétiser un petit peu toute cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé, que ces quelques informations enrichissent votre réflexion. Bien entendu, vous avez la possibilité de poursuivre cette réflexion avec nous. Vous avez le numéro qui s'affiche là à l'écran qui va vous permettre de nous contacter pour obtenir plus de renseignements, pour échanger. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse email qui se présente à l'écran. Donc n'hésitez pas, hein, on est là pour réfléchir avec vous, pour vous faire part de nos réflexions, de notre expertise aussi, hein, puisqu'on peut vous aider aussi à trouver les bonnes solutions. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.